Il resta ainsi jusque vers le soir. Les gens allaient et venaient. Ils n'avaient pas conscience de leur présence, et eux n'avaient pas conscience non plus de la sienne. Il était assis à l'ombre du poêle, en faisant lui-même partie de l'ombre, les mains pesamment appuyées sur la table. Tous l'oublièrent, et personne ne le vit lever tout à coup, à la nuit tombante, et gravir à pas feutrés comme un animal le chemin qui menait à l'hôtel. Il se tint 1 heure ou 2 devant la porte, sa casquette à la main, l'air soumis, sans porter ses regards sur quiconque. Enfin, un des grooms remarqua cette silhouette étrange qui, noire et figée, telle une souche, était enracinée devant l'entrée étincelante de l'hôtel, et il alla chercher le directeur. À nouveau, une petite lueur apparut sur le visage assombri de l'étranger, lorsqu'il s'entendit saluer dans sa langue. « Que veux-tu, Boris ?» demanda le directeur avec bienveillance. « Pardonnez-moi, balbutia le fugitif, je voulais seulement savoir si je pouvais rentrer chez moi. »« Bien sûr, Boris, tu pourras rentrer chez toi, » répondit son interlocuteur en souriant. « Dès demain ?» Le directeur de l'hôtel devint alors grave à son tour. Ces derniers mots avaient été prononcés de façon tellement implorante que le sourire s'effaça de son visage. « Non, Boris, pas encore. Il faut attendre la fin de la guerre. » « Et quand la guerre sera-t-elle finie ? Dieu seul le sait. Nous les hommes, nous l'ignorons. »« Pas avant ? Est-ce que je ne peux pas partir avant ? » ?»« Non, Boris. »« Est-ce si loin ? » ?»« Oui. »« À beaucoup de jours d'ici ? » ?»« Beaucoup de jours. »« Je partirai quand même, maître. Je suis fort et je ne connais pas la fatigue. »« Mais tu ne peux pas, Boris. Il y a encore une frontière à traverser. »« Une frontière ? » Il regarda sans comprendre. Le mot lui était étranger. Puis il reprit avec obstination curieuse qui lui était propre. « Je nagerai jusqu'à l'autre côté. » Le directeur de l'hôtel fut tenté de sourire, mais son interlocuteur lui faisait de la peine et lui expliqua calmement « Non, Boris, ce n'est pas possible. Une frontière, c'est un pays étranger. Les gens ne te laisseront pas passer. » « Mais je ne leur veux pas de mal. J'ai jeté mon fusil. Pourquoi ne me laisserait-il pas retrouver ma femme, si je les en prie pour l'amour du Christ ?» Le directeur devint de plus en plus sombre. Un sentiment d'amertume l'envahit. « Non, dit-il, ils ne te laisseront pas passer, Boris. Maintenant, les hommes n'écoutent plus la parole du Christ. »« Mais que dois-je faire, maître ? Je ne peux pas rester ici. Les gens ne comprennent pas, et je ne les comprends pas. »« Tu apprendras, Boris. »« Non, maître. » Le russe inclina profondément la tête. « Je ne peux rien apprendre. Je ne sais que travailler dans un champ. Je ne sais rien faire d'autre. Que ferais-je ici ? Je veux rentrer chez moi. Montrez-moi le chemin. » Actuellement, il n'y a pas de chemin, Boris. Mais ils ne peuvent quand même pas m'empêcher de retourner auprès de ma femme et de mes enfants. Je ne suis plus soldat. Ils le peuvent, Boris. Et le tsar ? Il posa cette question, tout d'un coup, tremblant d'espoir et de respect. « Il n'y a plus de tsar, Boris. Les hommes l'ont destitué. »« Il n'y a plus de tsar ?» Il fixa son interlocuteur d'un air hébété. Une dernière lueur s'éteignit dans son regard, puis il dit, sur un ton très las, « Alors, je ne peux pas rentrer chez moi ?»« Pas encore, Boris. Il faut que tu attendes. »« Longtemps ? Je ne sais pas. » Dans l'obscurité, son visage prit une expression de plus en plus sombre. « J'ai déjà attendu si longtemps, je ne peux plus attendre. Montre-moi le chemin, je veux essayer. »« Il n'y a pas de chemin, Boris. Ils t'arrêteront à la frontière. Reste ici. Nous te trouverons un travail. Les gens ici ne me comprennent pas. Et je ne les comprends pas, s'obstina-t-il. Je ne peux pas vivre ici. Aide-moi, maître. »« Je ne peux pas, Boris. Aide-moi, maître. Pour l'amour du Christ. Aide-moi, je suis à bout. »« Je ne peux pas, Boris. Personne ne peut actuellement aider personne. » Ils demeurèrent muets, l'un en face de l'autre. Boris tendait sa casquette dans ses mains. « Pourquoi alors m'ont-ils fait partir de chez moi ? Ils ont dit que je devais défendre la Russie et le tsar. Mais la Russie est loin d'ici, et le tsar, tu dis qu'ils l'ont... Comment as-tu dit ? Destitué. Destitué. » Il répéta ce mot sans comprendre. « Que vais-je faire maintenant, maître ? Il faut que je rentre à la maison. Mes enfants m'appellent à grands cris. Je ne peux pas vivre ici. Aide-moi, maître. Aide-moi. Je ne peux pas, Boris. »
Et personne ne peut m'aider? Actuellement, personne. Le Russe courba davantage la tête, puis il dit soudain d'une voix sourde: « Je te remercie, maître. » et se retourna. Il descendit très lentement le chemin. Le directeur de l'hôtel le suivit longtemps des yeux et s'étonna de voir qu'il ne prenait pas la direction de son auberge, mais celle des marches conduisant au lac. Il poussa un profond soupir et retourna à son travail. Le hasard voulut que ce fût le même pêcheur qui trouva le lendemain le corps entièrement nu du noyé. Il avait posé avec soin sur le rivage le pantalon, la casquette et la veste qu'on lui avait offert et était entré dans l'eau ainsi qu'il en était sorti. On établit un nouveau procès verbal et comme on ne connaissait pas le nom de l'étranger, on planta sur sa tombe une croix de bois bon marché, une de ces petites croix qui sont autant de traces de destin anonyme et de notre Europe, et dont notre Europe est maintenant recouverte d'une extrémité à l'autre.